Mes parents ont augmenté mon loyer et m'ont dit que je devrais être reconnaissante de rester, alors je suis partie, et maintenant Je m'appelle Léa Moreau, et j'avais 22 ans le soir où j'ai réalisé que j'étais devenu le distributeur automatique de billets ambulants de ma famille. J'étais assise sur le bord de mon lit, fixant l'écran fissuré de mon ordinateur portable. Le ventilateur du vieux plafonnier bourdonnait comme s'il était sur le point de rendre l'âme. Dans le couloir, manié sur l'est parce que quelqu'un lui avait pris sa tablette, et ma mère faisait semblant de ne pas l'entendre pendant qu'un jeu télévisé braillait depuis le salon. Mes yeux me brûlaient après une journée de 10 heures, les cours, puis mon service au bureau, puis une erreur que je traquais dans le code d'un client. Je venais de laisser tomber mes clés sur le bureau et d'enlever une chaussure lorsque la porte de ma chambre s'est ouverte sans qu'on frappe. Ma mère est entrée avec ce ton faussement doux qu'elle met comme du rouge à lèvres quand elle veut quelque chose. « Léa » a-t-elle dit en s'appuyant sur le cadre de la porte. « Puisque ta sœur et sa famille restent ici maintenant, les dépenses augmentent. Nous allons avoir besoin que tu commences à payer un peu plus de loyer. » Elle a souri en le disant, comme si elle m'offrait une chance d'être généreuse au lieu de me poignarder tranquillement dans le dos. Je l'ai juste regardé, ni choqué, ni même blessé, juste engourdi. Parce que ce n'était pas nouveau. Ce n'était que la dernière réplique d'un scénario que je n'avais jamais accepté. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je suis Léa, 22 ans, étudiante à temps plein à l'université, développeuse de logiciels débutante à temps partiel. Je construis aussi un petit rêve à côté, une idée de jeune pousse autour d'outils de budgétisation, quelque chose qui pourrait un jour signifier que je n'aurai plus jamais à demander d'argent à qui que ce soit de ma vie. Pour réduire les coûts, j'ai vécu chez mes parents, et je ne vivais pas à leur crochet. Chaque mois, comme une horloge, je payais à mes parents 500 € pour le loyer et les courses. J'ai fait le calcul. Si j'avais des colocataires près de la fac à Lyon, je paierais à peu près la même chose. Au moins de cette façon, me disais-je, j'aide ma famille. Pendant un certain temps, ça a plutôt bien fonctionné. Je suis resté dans mon coin. J'allais en cours, j'allais au travail, je payais ma part et j'essayais de ne pas faire de vagues. Puis Chloé est revenue. Chloé est ma sœur aînée, 23 ans, mariée, 2 enfants, et d'une manière ou d'une autre, toujours la princesse de la maison, l'enfant chéri officiel, celle qui, selon mes parents, a juste besoin d'un peu de soutien en ce moment. En grandissant, Chloé était le chaos enveloppé de charme. C'était elle qui faisait le mur, séchait les cours, détruisait la voiture de mon père, et à chaque fois, il y avait ce cœur d'excuses. Elle traverse juste une phase. Les professeurs n'aiment pas les fortes personnalités. Les enfants font des erreurs. Moi, je classais mes notes par couleur, je faisais mes corvées sans qu'on me le demande, et je me faisais quand même crier dessus si je ne sortais pas les poubelles 30 secondes après qu'elles soient pleines. Il y a 1 an, Chloé a déménagé avec son mari et les enfants. Elle et son mari ont contracté des prêts auprès des 2 familles pour lancer une entreprise de construction. Ils ont acheté une maison, publié des photos des clés et de leur nouvelle allée comme s'ils avaient réussi. Il y a 1 mois, Chloé est revenue. L'entreprise a fait faillite, la maison a disparu. Elle est arrivée avec un sac de sport, une poussette, 2 tout petits exténués et la bouche pleine de promesses. Juste le temps que les choses se tassent, a-t-elle dit. Nous avons de gros projets en vue. Une fois qu'ils rapporteront de l'argent, nous serons de nouveau sur pied en un rien de temps. Mes parents ont bu ces paroles comme de l'eau bénite. Elle est sous beaucoup de pression, a dit maman. Elle a juste besoin de soutien en ce moment. Nous sommes tous dans le même bateau, a dit papa. Sauf que nous ne l'étions pas, parce que je payais toujours un loyer. Chloé ne payait pas un centime. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est à moi que ma mère demandait plus. Je l'ai fixé dans l'embrasure de ma porte. Combien de plus, ai-je demandé, la voix plate. Oh, juste un peu, a-t-elle dit en agitant la main comme si le chiffre n'avait pas d'importance. Peut-être 150 € de plus. Les courses coûtent cher, Léa. Et les enfants consomment tellement. Tu es doué avec l'argent. Ça ira. Voilà. Tu es doué avec l'argent. Traduction, tu es la responsable. On peut te pressurer. Ma chambre, mon seul refuge, s'était lentement transformée en un placard de couloir partagé. Des jouets se retrouvaient sous mon bureau. Mon écran avait des empreintes de doigts collantes la plupart du temps. Chaque fois que j'essayais de fermer ma porte, quelqu'un avait besoin de quelque chose dans ma chambre. Où est le chargeur? Je mets juste le bébé dans ton lit pour 1 minute.
On peut utiliser ton ordinateur portable pour un dessin animé? Le mari de Chloé touchait rarement à une assiette. Chloé flânait dans la maison comme si elle était une cliente dans un hôtel payé par quelqu'un d'autre. Un soir, je l'ai vue jeter un bol dans l'évier sur une pile déjà débordante. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, « Eh, pourrais-tu peut-être rincer ta vaisselle? Je dois travailler demain matin. » Il a haussé les épaules. On est tous occupés, Léa. Tout le monde n'a pas la chance de rester assis devant un ordinateur. Rester assis devant un ordinateur. J'en ai parlé à ma mère, j'ai mentionné que j'étais la seule à payer un loyer, que je ne pouvais pas me concentrer avec les enfants qui hurlaient devant ma porte quand j'avais des délais à respecter. Elle m'a servi ses plus grands succès, la famille se soutient. Ta sœur est très stressée. Tu ne sais pas ce que c'est d'élever des enfants. Mon père est intervenu ce soir-là au dîner. Nous sommes tous dans le même bateau. Personne ne tient les comptes. J'ai posé ma fourchette. Alors pourquoi suis-je la seule à payer? Silence. Non pas parce qu'il ne comprenait pas la question, mais parce qu'il la comprenait, et que ça n'avait pas d'importance. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de valeur. Pour eux, Chloé était l'investissement. J'étais la police d'assurance. Peu importe combien je donnais, je ne serais jamais elle. Je serais toujours le plan de secours, celle qu'il pouvait pousser juste un peu plus. De retour dans ma chambre, avec maman souriant comme si elle ne venait pas de me demander de financer le nouveau départ de Chloé, quelque chose en moi est devenu très, très calme. Nous allons avoir besoin que tu participes un peu plus, a-t-elle répété. Je lui ai souri en retour, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'en avais fini. D'accord, ai-je dit calmement. Merci de me le faire savoir. Son sourire a vacillé, confuse par la facilité avec laquelle j'avais accepté. Alors, tu feras le virement le 1er du mois? Bien sûr, ai-je dit. Elle est partie, satisfaite. La porte s'est refermée, et je suis resté assise là, dans la faible lumière de ma lampe de bureau, à écouter ma nièce pleurer dans le couloir et mon père rire devant la télé comme si de rien n'était. En grandissant, j'ai appris qu'être facile était le seul moyen de survivre dans notre maison. Pas facile dans le sens de faible, mais facile dans le sens de demandant peu d'entretien. Ne pas faire de vagues. Ne pas se plaindre. Faire sa part et un peu plus, et peut-être qu'on vous laisserait tranquille. Chloé ne suivait pas ses règles et, d'une manière ou d'une autre, elle était toujours la star du spectacle. Je suivais le scénario à la perfection et on me présentait quand même la facture. J'ai regardé l'écran fissuré de mon ordinateur portable et j'ai ouvert un nouvel onglet. Annonce de location, studio, sous-location. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. La panique, peut-être. La culpabilité. Mais ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. Comme remarquer une porte dans une pièce que l'on croyait hermétiquement close. Et voilà, une sous-location d'un appartement d'une chambre à 25 minutes de la fac. Pas luxueux, un peu vieux, mais le loyer était quelque chose que je pouvais gérer, surtout avec mes contrats en tant qu'indépendante. Il y avait une porte d'entrée qui fermait à clé et aucun tout petit mentionné dans la description. J'ai commencé à planifier. J'ai arrêté de me porter volontaire pour les courses, j'ai arrêté de bondir pour régler chaque petite crise, j'ai arrêté de veiller tard pour finir des corvées qui n'étaient pas les miennes juste pour que la maison n'explose pas. La nuit, quand tout le monde dormait, je faisais mes cartons tranquillement, une boîte à la fois, vêtements, cahiers, mon disque dur externe. J'ai fait suivre mon courrier, j'ai mis les services publics à mon nom et j'ai signé le bail sur mon téléphone pendant une pause déjeuner, les mains tremblant juste un peu. Pas de grande annonce, pas de discours dramatique, juste de la logistique. Un jeudi après-midi, je transportais le dernier carton dans le couloir. Ma nièce était affalée par terre, regardant un dessin animé sur une tablette que quelqu'un lui avait finalement rendu. La maison sentait le vieux café et les restes réchauffés au micro-ondes. Ma mère m'a surprise à la porte. « Où vas-tu avec tout ça ?» a-t-elle demandé, les yeux plissés. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas expliqué en détail depuis combien de temps je planifiais ou combien de nuits j'avais pleuré dans ma voiture au lieu de rentrer. Je déménage, ai-je dit simplement. Ses sourcils se sont haussés. Quoi? Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai ajusté la boîte dans mes bras. Tu m'as dit que j'avais de la chance de rester ici, ai-je dit. Je me suis dit qu'il était temps d'arrêter de tenter ma chance. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose sur son visage.
du regret, peut-être. Ou peut-être juste la surprise que l'enfant facile ait finalement fait la seule chose difficile. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas demandé si j'avais assez d'argent, où j'allais, ou si j'avais besoin d'aide avec la boîte. Elle est juste restée là, stupéfaite, comme un programme qui avait planté. Je suis passé devant elle, j'ai descendu les marches, et je suis allé à ma voiture. Je n'ai pas regardé la maison en partant. J'ai juste regardé la route. Le trajet jusqu'au nouvel endroit était calme. Pas de cris depuis la banquette arrière. Pas de liste mentale de corvées m'attendant. Juste ma musique à faible volume et le son de ma propre respiration. Quand je me suis garé dans la petite allée et que j'ai déverrouillé la porte de mon nouvel appartement, mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois, c'était de l'adrénaline, pas de la peur. L'endroit était petit. La peinture était un peu écaillée près des plinthes. Le réfrigérateur bourdonnait fort, mais quand j'ai posé la boîte au centre du salon vide, il n'y avait pas de télévision hurlante, pas de tout petit criant, pas de pas martelant le couloir vers ma porte fermée. Juste le silence. Un vrai silence. Je suis resté là, à regarder ce petit espace imparfait qui était enfin, indéniablement le mien. Personne ne pouvait entrer sans frapper. Personne ne pouvait augmenter mon loyer parce que ma sœur avait fait de mauvais choix. Personne ne pouvait me dire que j'avais de la chance d'être autorisé à payer leurs factures. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Ce n'était pas un manoir. Ce n'était pas la vie de rêve que j'avais sur mon tableau de visualisation, mais c'était une ligne de départ que j'avais choisie. Et je savais, en m'asseyant sur le sol nu et en me laissant expirer, que partir n'était pas la trahison. Rester l'aurait été. La première nuit dans l'appartement, j'ai dormi sur un matelas nu avec mon sweat à capuche comme oreiller et un carton de déménagement comme table de chevet. C'était le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des années. Pas de porte qui claque. Pas d'enfant qui crie parce que quelqu'un a mangé le dernier encas. Pas de dispute étouffée entre mes parents à propos de factures qu'ils ne m'ont jamais montrées. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et la voiture occasionnelle qui passait dehors. Le matin, la lumière du soleil traversait le sol en une ligne nette. Je suis resté allongé là 1 minute, la fixant, me sentant étrangement coupable de la légèreté de ma poitrine. Puis mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours, il a fait une liste. Finir les devoirs, répondre aux courriels des clients, publier une nouvelle version de l'application de budgétisation, trouver où se trouve l'épicerie la plus proche. J'ai pris une douche sans que quelqu'un martèle la porte en demandant combien de temps j'y resterais. J'ai mangé des toasts à mon rythme, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la petite table que j'avais traînée près de la fenêtre et j'ai commencé à travailler. Personne n'a fait irruption. Personne n'a demandé d'aide pour trouver des chaussettes. Personne n'a crié depuis une autre pièce, « Léa, tu peux juste ». Le silence était si assourdissant qu'il semblait être un article de luxe. Au début, je m'attendais à ce que la panique s'installe. La partie de moi qui avait toujours cru que je m'effondrerais si je sortais de mon rôle, la réparatrice, l'aide discrète, celle qui faisait tout tourner. Mais au lieu de la panique, autre chose est arrivée, la concentration. Sans personne pour me tirer dans tous les sens, mon cerveau avait enfin de l'espace pour respirer. J'ai liquidé les devoirs d'une semaine en 2 jours. J'ai réorganisé du code désordonné sur un projet sur lequel je traînais des pieds. J'ai esquissé de nouvelles fonctionnalités pour l'application de budgétisation que je développais en arrière-plan. Cette application avait commencé comme un projet parallèle, juste quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à jongler avec les cours, le loyer et les urgences familiales aléatoires. Une interface simple où l'on pouvait entrer ses revenus et ses dépenses et voir en chiffres clairs et implacables ce que l'on pouvait vraiment se permettre. J'avais posté une version de base sur un forum de développeurs il y a des mois. Quelques étudiants m'avaient envoyé des messages pour me remercier de l'avoir rendue moins effrayante. Cela n'avait pas semblé grand-chose à l'époque. Maintenant, assise dans mon propre appartement, j'ai réalisé quelque chose. Si cela se développait, si je le concrétisais, je n'aurais plus jamais à demander de l'aide à mes parents. Je n'aurais plus jamais à contribuer davantage juste pour garder un toit au-dessus de ma tête. Je pouvais construire quelque chose qui ne dépendait de personne d'autre pour me prendre au sérieux. J'ai commencé à publier des mises à jour. Les nuits se sont transformées en petits matins alors que je corrigeais des erreurs et répondais aux courriels de commentaires. J'ai créé une petite page de destination, mis en place une liste de diffusion et commencé à partager des conseils budgétaires simples sous un faux nom sur les réseaux sociaux. Les jours se sont transformés en semaines, et pendant un certain temps,
il n'y a eu aucune nouvelle de ma famille. Pas de « tu es bien arrivé ». Pas de « quelle est ta nouvelle adresse ?» Pas même un « nous espérons que tu es heureuse », passif-agressif. Ils sont simplement devenus silencieux. C'était le genre de silence qui m'aurait détruite il y a quelques années, à l'époque où je pensais que toute attention, même négative, signifiait que je comptais. Maintenant, cela ne faisait que confirmer ce que je savais déjà, je ne leur manquais pas. Ce que je faisais leur manquait. Environ 2 mois après mon déménagement, je mangeais des restes de pâtes à mon bureau, examinant les journaux d'un nouveau groupe d'utilisateurs qui s'était inscrit à l'application, quand mon téléphone s'est allumé. Maman. Pendant une seconde, mon estomac s'est retourné comme il le faisait quand elle m'appelait du couloir. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai ouvert le message. Salut, ta sœur traverse une période difficile. Penses-tu que tu pourrais nous aider un peu financièrement pendant quelques mois? J'ai fixé l'écran, attendant la suite. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de « est-ce que ça va toute seule ?» Juste directement à la transaction. Ma première réaction a été un rire qui est sorti plus sec que je ne le voulais. Bien sûr. Pas « tu nous manques ». Pas « nous sommes fiers de toi de faire ça toute seule ». Juste « peux-tu nous payer ?» Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis retourné à mon ordinateur portable. Ma poitrine vibrait de ce mélange familier de colère et de tristesse, mais il s'est estompé plus vite qu'auparavant. 3 jours plus tard, une autre notification. Papa, cette fois. Nous avons un peu de mal avec les factures. Si tu as quelque chose à donner, ça aiderait. J'ai laissé le message en attente. Le curseur clignotait dans la boîte de réponse pendant qu'une partie de moi se dépêchait de faire le calcul. Si je réduisais les sorties au restaurant, je pourrais envoyer quelques centaines d'euros. Si je prends un autre projet, peut-être plus. Si je travaille le week-end, je peux. Je me suis arrêté. Non pas que je me fichais qu'ils aient des difficultés, non pas que j'appréciais l'idée qu'ils s'inquiètent pour l'argent, mais parce que je me suis souvenu. Je me suis souvenu d'être debout dans cette cuisine à demander pourquoi j'étais la seule à payer le loyer et de les voir choisir le silence plutôt que les quitter. Je me suis souvenu de ma mère me disant que j'avais de la chance qu'ils me laissent rester, comme si mes virements mensuels étaient une faveur qu'ils me faisaient. Je me suis souvenu d'être assise sur mon lit, entendant Chloé se plaindre dans le salon de la difficulté de vivre à nouveau à la maison pendant que ses enfants éparpillaient de la nourriture sur le canapé que j'avais acheté. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai jeté sur la table. Il y a cette idée que les gens aiment répéter, sois la plus intelligente. Ce qu'ils ne mentionnent jamais, c'est à quel point être la plus intelligente se traduit souvent par te vider de ton sang pour que personne ne puisse te traiter d'égoïste. J'avais passé des années à être la plus intelligente dans cette maison, à couvrir les erreurs des autres, à rattraper le travail que personne ne reconnaissait. Personne n'avait été le plus intelligent pour moi. Une semaine plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un des créateurs de contenu sur les finances personnelles que je suivais en ligne, quelqu'un avec beaucoup d'abonnés, a publié une vidéo intitulée quelque chose comme « Cet simple outil de budget pour étudiants a changé ma vie ». J'ai cliqué par curiosité. C'était mon application, mon interface, ma mise en page, mon petit logo de fortune dans le coin. À l'écran, le créateur passait en revue les fonctionnalités, louant sa simplicité et sa clarté. Ils ont identifié le site web. Ma boîte de réception a explosé. Les gens se sont inscrits à la lettre d'information. Le nombre de téléchargements a grimpé en flèche. Mon serveur a planté une fois. Je suis resté assise là, les mains sur la bouche, essayant de comprendre le fait que des étrangers se souciaient plus de quelque chose que j'avais construit que ma propre famille ne l'avait jamais fait. J'ai passé la semaine suivante à répondre à des courriels d'étudiants qui voulaient des conseils, d'enseignants qui voulaient partager l'application avec leur classe, et d'une organisation à but non lucratif qui m'a demandé si j'avais déjà envisagé de créer une version pour les familles à faible revenu. Quelque part entre les demandes d'assistance et les demandes de fonctionnalité, une pensée s'est glissée, si mes parents savaient ça, s'ils voyaient ce que je faisais, seraient-ils fiers ou simplement intéressés? Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message de mon père. Nous devrions parler. C'était tout. 3 mots, sans contexte. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai fixée. Cela ne ressemblait pas à un père cherchant à renouer avec sa fille. Cela ressemblait à un homme qui avait entendu une rumeur et voulait confirmer les chiffres. Je n'ai pas répondu. D'autres messages sont arrivés au compte-gouttes, de petites gouttes de culpabilité déguisées en inquiétude.
De maman, tu nous manques ici. De papa, tu as toujours été si doué avec l'argent. Un peu d'aide pourrait faire une grande différence. Ils n'ont jamais dit ce qu'ils avaient fait. Jamais reconnu comment ils m'avaient fait me sentir comme une locataire dans ma propre maison d'enfance. Jamais admis qu'ils m'avaient laissé partir avec une seule boîte et sans poser de questions. Ils voulaient juste un accès. Un soir, assise sur mon canapé bon marché avec mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, j'ai survolé la boîte de réponse du message de papa. Je pourrais envoyer quelque chose, juste quelques centaines d'euros. Ça ne me ruinerait pas. Je pourrais le récupérer. Ça soulagerait ma conscience, au moins. Et puis, comme un film projeté sur le mur du fond de mon cerveau, les souvenirs sont revenus par bribes. Chloé affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone pendant que je faisais la vaisselle après avoir fait un double service, la voix de ma mère, ta sœur traverse une période difficile. Ne lui rend pas les choses plus difficiles, le haussement d'épaule de mon père quand j'ai demandé pourquoi Chloé n'avait rien à payer, tu es douée avec l'argent, Léa. Tu peux gérer ça. Je savais exactement ce qui se passerait si j'envoyais de l'argent. Ce ne serait pas une fois. Ce serait la porte ouverte, l'accord tacite que j'étais toujours le filet de sécurité, que peu importe à quelle distance je déménageais, je pouvais être ramené dans l'ancien schéma chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent. J'ai fermé la fenêtre de discussion, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai ouvert mon éditeur de code à la place. Si je devais donner quelque chose, ce serait du temps et de l'énergie investis dans des personnes qui le respectaient vraiment. À la fin du mois, j'avais lancé un forum communautaire sur le site et envoyé la première vraie lettre d'information sous mon nom. Pas Léa, la fille responsable. Pas Léa, celle qui arrange toujours tout. Juste Léa. Je pensais que les messages de la maison ralentiraient quand je ne répondrais pas. Ce ne fut pas le cas, du moins pas au début. Maman a appelé une fois et a laissé un message vocal. Salut, ma chérie, a-t-elle dit de ce ton doux qu'elle utilisait quand elle voulait que j'accepte quelque chose. Nous avons vraiment du mal en ce moment. Je sais que les choses ont été tendues, mais peut-être qu'on pourrait parler. Peut-être que tu pourrais passer pour un week-end. Aucune mention de loyer, aucune mention de Chloé, mais je pouvais entendre le scénario sous les mots « Reviens, sens-toi responsable, ramasse les morceaux à nouveau ». J'ai laissé le message vocal non lu dans ma barre de notifications pendant des jours. Chaque fois que mon pouce survolait le bouton de lecture, une autre partie de moi intervenait, la partie qui se souvenait de charger les courses dans la voiture que j'avais payée pendant que mes parents remerciaient Chloé d'avoir aidé avec les enfants. Je ne l'ai pas supprimé. Je n'ai simplement pas répondu. Le silence, pour une fois, m'appartenait. Le soir où j'ai rencontré Étienne, je ne cherchais personne. Je ne cherchais même pas la conversation. Je voulais juste un coin tranquille, un signal Wi-Fi fiable et une tasse de café assez forte pour forcer mon cerveau à terminer un projet. Le café était l'un de ces endroits pour étudiants ouverts tard le soir, lumière tamisée, musique douce, ambiance chaleureuse. J'étais penché sur mon ordinateur portable depuis des heures, en train de corriger une fonctionnalité pour mon application de budgétisation, quand quelqu'un a tapoté sur ma table. « Désolé », a dit une voix. « Cette place est prise. » J'ai levé les yeux et je l'ai vu, des yeux fatigués, un ordinateur portable sous le bras, portant un sweat à capuche comme s'il avait combattu 3 échéances et les avait toutes perdues. « Elle est à vous », ai-je dit sans réfléchir. Il s'est assis, a ouvert son ordinateur portable et a mis des écouteurs à réduction de bruit. Pendant 20 minutes, il n'a pas levé les yeux, n'a pas parlé, n'a pas interrompu. C'était glorieux. Puis, lors d'une panne de courant qui a fait grogner la moitié du café à l'unisson, il a retiré un côté de ses écouteurs et a jeté un œil à mon écran. C'est un système de contrôle de version pour une application de budgétisation ? J'ai cligné des yeux. Vous l'avez reconnu ? Il a haussé les épaules. Je suis développeur. On se reconnaît entre nous. Nous avons parlé. Pas de banalité. De vraies conversations. Sur le code, sur la vie étudiante, sur l'équilibre entre l'épuisement professionnel et l'ambition, sur la façon dont le stress financier fait grandir les gens plus vite qu'ils ne le devraient. Je me suis retrouvé à lui dire des choses que je n'avais dites à personne. Pas à mes parents. Certainement pas à Chloé. Il n'a pas interrompu. N'a pas offert de conseils non sollicités. Il a juste écouté, hochant la tête, tapotant légèrement ses doigts quand quelque chose résonnait. Quand le courant est revenu, il a dit « Je suis Étienne. » Léa. Il a souri. J'ai entendu parler de ton application.
Je me suis figé. Vraiment? Elle circule dans certains groupes de développeurs. Les gens aiment sa simplicité. Quelque chose de chaleureux a vacillé dans ma poitrine. Pas de la fierté, exactement. De la reconnaissance. Nous avons fini par parler jusqu'à la fermeture. Quand nous sommes sortis, il m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Tu as construit quelque chose dont les gens ont vraiment besoin, a-t-il dit. Continue. Je n'ai réalisé qu'en rentrant chez moi que c'était la première fois depuis des mois, peut-être des années, que quelqu'un m'encourageait sans rien vouloir en retour. Plus je passais de temps avec Étienne, plus cela semblait étrange, dans le bon sens. Il posait des questions sans être indiscret. Il offrait de l'aide sans insister. Il remarquait quand je devenais silencieuse mais ne se précipitait pas pour combler le silence. Nous n'avons jamais eu la conversation sur ce que nous étions. C'est juste arrivé. Il a commencé à me raccompagner chez moi depuis le café. Nous avons échangé des listes de lecture. Nous avons cuisiné des nouilles instantanées dans ma petite cuisine. Un soir, il m'a embrassé. Et j'ai eu l'impression que quelque chose s'était débloqué dans ma poitrine. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas chaotique. Il n'exigeait pas d'espace. Il respectait le mien. Il était le contraire de tout ce avec quoi j'avais grandi. Mais rien dans ma vie ne reste simple longtemps. Un après-midi, j'ai reçu une notification sur Instagram. Une demande de message de Tessa Bernard. Au début, le nom ne me disait rien. Puis j'ai compris, l'ex-petite amie d'Étienne. Ils étaient sortis ensemble pendant près de 2 ans quand il faisait son premier stage. Il l'avait mentionné une fois en passant, quelque chose à propos de priorités différentes. Son message était court. Je viens d'entendre parler de ton truc de budgétisation. Félicitations, quand même. J'espère que tu n'es pas trop occupé pour la famille. C'est important. Je l'ai fixé. Était-ce une menace? Un conseil? De l'agression passive trempée dans du miel? Avant que je puisse décider, un autre message est apparu. Les familles ne sont pas parfaites. Tu ne devrais pas les abandonner pour de l'argent. C'est juste mon opinion. Voilà. Le jugement que j'attendais, enveloppé dans une fausse préoccupation. J'ai tapé 3 mots, puis je les ai supprimés. Puis j'en ai tapé 2 autres, je les ai supprimés aussi. Finalement, j'ai juste verrouillé mon téléphone. Pas mon cirque, pas mes singes. Plus tard dans la soirée, alors que nous mangions des plats à emporter sur mon canapé, j'ai demandé nonchalamment à Étienne, « Tu parles encore à ton ex ?» Il a fait une pause au milieu d'une bouchée. « Tessa, hein? » Pas vraiment. Pas depuis l'année dernière. Pourquoi? Elle m'a envoyé un message, ai-je dit prudemment. Son visage s'est crispé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que la famille est importante. Étienne a levé les yeux au ciel si fort que c'était un véritable exercice émotionnel. Mon Dieu. Elle m'a dit la même chose quand je lui ai dit que mes parents étaient malsains pour moi. J'ai cligné des yeux. Elle t'a jugé aussi? Constamment. Elle a grandi dans une famille très unie et envahissante. Elle pense que tout le monde doit une loyauté illimitée à la sienne. Cela a déclenché quelque chose dans mon cerveau. Tessa ne me parlait pas vraiment à moi. Elle parlait à la version d'Étienne qu'elle avait l'habitude de contrôler, quelqu'un qu'elle s'attendait à voir plier sous la culpabilité. Maintenant qu'il n'était plus à elle, elle m'adressait le sermon à la place. Étienne a vu l'expression sur mon visage et a posé sa nourriture. Léa, tu ne dois rien à ta famille qu'ils ne te rendent pas, j'ai dégluti. Parfois, j'ai l'impression que tout le monde pense le contraire. Tout le monde ne vit pas ta vie, a-t-il dit doucement. La façon dont il l'a dit a dénoué quelque chose en moi. Pendant ce temps, les messages de mes parents se sont intensifiés. D'abord des demandes polies, puis des allusions, puis un poids émotionnel. Nous avons du mal. Ta sœur est si stressée. Les enfants ont besoin de stabilité. Ça nous aiderait beaucoup si tu nous aidais. Puis est venu le classique, nous sommes tous dans le même bateau. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'aimais les ignorer. Non pas parce que je voulais me venger. Parce que je me souvenais. Je me souvenais du mari de Chloé riant quand je le suppliais de rincer un bol parce que j'avais cours le matin. Je me souvenais de papa haussant les épaules quand je demandais pourquoi Chloé ne contribuait pas. Je me souvenais de maman me disant que j'avais de la chance de rester pendant que je payais la moitié des frais de la maison.
Et je me souvenais d'avoir quitté la maison avec mon dernier carton pendant qu'elle restait là, dans un silence stupéfait, sans me demander où j'allais ou si je serais en sécurité. Maintenant, soudainement, il se souvenait que j'existais non pas la fille, la ressource. Mais rien ne m'avait préparé au message qui a suivi. C'est arrivé un mercredi après-midi. Mon application venait de dépasser les 15 000 utilisateurs actifs. Je fêtais ça avec un café glacé bon marché quand mon téléphone a vibré. Un message vocal de maman. Je ne voulais pas l'écouter, mais quelque chose dans son ton tendu, paniqué m'a fait appuyer sur la touche de lecture. Léa, ma chérie, peux-tu s'il te plaît nous rappeler? Nous sommes sur le point de perdre la maison. Les heures de ton père ont encore été réduites. Chloé et les enfants n'ont nulle part où aller. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît. Je suis resté figé au milieu du trottoir, le café suant dans ma main. Perdre la maison. Les enfants nulle part où aller. Les mots ont frappé ma poitrine comme de vieilles alarmes câblées dans mes nerfs. Autrefois, cela m'aurait fait courir, vider mes poches, sacrifier le sommeil, les études, la santé mentale, tout ce qu'il fallait. C'était le rôle pour lequel j'avais été formé, la réparatrice, la responsable, l'éponge à culpabilité. Mais debout là, avec le coucher de soleil se reflétant sur les fenêtres de la ville et la tasse fraîche fondant dans ma main, j'ai réalisé quelque chose d'énorme. Il ne voulait pas de moi. Il voulait la version de moi qui n'avait pas de limite. La version qui vivait dans la chambre du fond et s'excusait de prendre de la place. La version qui nettoyait leurs dégâts en silence pour qu'ils puissent faire comme si de rien n'était. Je n'étais plus cette personne, et je ne le serai plus jamais. J'ai remis mon téléphone dans mon sac, je suis rentré chez moi et j'ai fermé la porte de mon appartement derrière moi. Le silence m'a accueilli comme un ami. Ce soir-là, je me suis assise par terre dans mon appartement, le dos contre le canapé et les genoux ramenés contre ma poitrine. Le message vocal tournait en boucle dans ma tête. Pas les mots, mais le ton. Le même ton que ma mère utilisait chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose de grand, doux, tremblant, assez délicat pour passer pour de l'amour si on n'y prêtait pas attention. Mais maintenant, je prêtais attention. J'avais appris à le faire. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs venir, même ceux que je détestais. Je me suis souvenu d'être assise sur le parking derrière notre ancienne maison au lycée, agrippant le volant, fixant la fenêtre éclairée de la cuisine. J'étais trop fatigué pour rentrer parce que je savais qu'au moment où j'ouvrirais la porte, quelqu'un aurait besoin de quelque chose, le dîner, de l'aide pour les devoirs, un transport, une corvée qu'ils avaient oubliée, quelque chose. Je me suis souvenu d'être assise sur mon lit avec du code ouvert sur mon ordinateur portable pendant que les enfants de Chloé martelaient ma porte toutes les 5 minutes, et ma mère me disait d'arrêter de faire des histoires quand je demandais le silence. Je me suis souvenu qu'on m'avait dit que j'avais de la chance de vivre là, de la chance de payer un loyer, de la chance d'être la responsable. Mes parents avaient transformé la nécessité en charité, et j'avais été trop fatigué pour discuter. Maintenant, ils me demandaient de sauver la maison. Leur maison, celle que j'avais aidé à payer tout en étant traité comme une locataire temporaire. J'ai rouvert mon téléphone. La notification du message vocal me regardait comme une porte ouverte, une porte que j'avais l'habitude de franchir sans hésitation. Je l'ai supprimée, non par colère, non par dépit, mais parce que l'écouter à nouveau ne changerait rien. Cela ne ferait que rouvrir des blessures que je laissais enfin cicatriser. Quand Étienne est passé plus tard dans la soirée, j'étais toujours par terre. Il a enlevé ses chaussures, a jeté un œil à mon visage et s'est assis à côté de moi sans poser une seule question. Je me suis appuyé contre lui. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment, respirant simplement en synchronisation, jusqu'à ce que je dise enfin, ils perdent la maison. Il a hoché lentement la tête, ni surpris, ni critique. Et maintenant, ils veulent que tu arranges ça, a-t-il dit. Ma gorge s'est serrée. Ils ne demandent même pas comment je vais. Ils vont directement à ce dont ils ont besoin. Étienne s'est déplacé pour pouvoir me regarder correctement. Sa voix est restée douce mais posée, comme toujours quand il voulait que je l'entende vraiment. Léa, si tu les aides maintenant, rien ne change. Tu ne leur dois pas ton avenir juste parce qu'ils ont gâché le leur. Je sais. Il a caressé mes phalanges avec son pouce. Alors, que veux-tu faire? La question m'a frappé comme de l'eau froide. Que veux-je? On ne m'avait jamais demandé ça. Pas vraiment. Ma famille ne demandait que ce que je pouvais donner. J'ai pris une grande inspiration. Je veux la paix.
La vraie paix. Le genre de paix dont je ne connaissais même pas l'existence avant de déménager ici. Alors choisis ça, a-t-il dit. Choisis la paix. Pendant un instant, j'ai presque cru que c'était aussi simple. Puis mon téléphone a vibré. Un autre message, cette fois de Chloé. Peux-tu nous aider? Juste un peu. Tu t'en sors si bien maintenant. Tu as toujours été doué avec l'argent. Toujours doué avec l'argent. Toujours responsable. Toujours celle qui arrange tout. C'était comme s'ils avaient un scénario pour moi, et ils n'avaient jamais remarqué que j'avais arrêté de jouer dans leur pièce il y a des mois. Avant que je puisse répondre non pas que j'en avais l'intention, une autre notification est apparue. Un long paragraphe de Tessa, l'ex d'Étienne. Elle n'était même pas subtile. J'ai vu la publication de Chloé. Ta famille traverse une période difficile. J'espère que tu n'es pas le genre de personne qui abandonne ses proches quand ils ont des problèmes. Ça donne une mauvaise image. Étienne a été mieux élevé que ça. Ma mâchoire s'est crispée. Mieux élevé. Élevé comment? Par des gens qui le culpabilisaient aussi? Par une femme qui croyait qu'être un paillasson était une vocation noble? Étienne s'est penché, a lu le message et a marmonné, d'accord, elle est vraiment déséquilibrée. J'ai laissé échapper un rire tendu. Elle pense que je suis sans cœur. Elle ne sait pas de quoi elle parle, a-t-il dit. Et elle ne te connaît pas, mais Tessa venait de faire écho à tout ce que ma famille croyait tranquillement, poliment, enveloppée dans cette pression suffocante à laquelle j'avais passé une vie à obéir. Il ne m'a pas échappé qu'elle n'a pas contacté Étienne. Elle m'a contacté moi, la petite amie, la femme. On attend toujours des femmes qu'elles jouent le rôle de thérapeute, de réparatrice, de coussin moelleux, de parachute financier, tout en souriant. Soudain, tout s'est mis en place. Il ne s'agissait pas de famille. Ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait de contrôle. Le mien. Les messages de la maison ont continué. D'abord doux, puis urgent, puis sec. Tu as changé. Le succès t'est monté à la tête. Tu te crois meilleur que nous? Nous t'avons élevé. Tu nous dois quelque chose. Mais celui qui m'a presque fait rire venait du mari de Chloé. Et, si tu gagnes bien ta vie maintenant, ça te dérangerait d'aider? On fait tous de notre mieux. Faire de leur mieux. Aucune mention des années où j'ai fait de mon mieux pendant qu'ils me regardaient me noyer dans des responsabilités qu'ils ignoraient. Je n'ai répondu à aucun d'eux, pas une seule fois. Non pas parce que je voulais les punir, mais parce que je savais comment se déroulait le scénario. J'enverrais un virement, ils promettraient que c'était temporaire, puis un autre virement, et puis d'une manière ou d'une autre, au moment où j'hésiterais, je serais à nouveau la méchante. Je n'allais pas reprendre ce rôle. Je m'étais réécrite. Une semaine plus tard, Étienne et moi étions assis dans ma cuisine à manger des nouilles instantanées. Bon marché, simple, mais paisible. Mes paumes étaient enfin redevenues stables. Comment te sens-tu? A-t-il demandé. J'y ai réfléchi. J'ai cherché la culpabilité, n'en ai trouvé aucune. J'ai cherché la peur, n'ai trouvé que du soulagement. Je me sens calme, ai-je dit, ce qui m'effraie plus que l'idée d'aider. Il a souri doucement. C'est ce que l'on ressent avec les limites au début. Les limites, quelque chose que personne dans ma famille n'avait jamais respecté. Maintenant, j'apprenais à les construire moi-même. Brique par brique, silence par silence. Ce soir-là, avant de me coucher, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Maman, un long message, le plus long à ce jour. Nous perdons la maison. Ton père est au bout du rouleau. Chloé est dévastée. Les enfants ont peur. Nous ne savons pas quoi faire. Si seulement tu pouvais rentrer à la maison et nous parler, peut-être qu'on pourrait trouver une solution. Nous t'aimons. Voilà, la phrase magique. Nous t'aimons. Une phrase qui n'apparaissait jamais quand j'étais épuisé, dépassé ou effrayé. Seulement quand ils avaient besoin de quelque chose. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai lentement tapé une réponse. Pas un paragraphe, pas un essai, juste 3 mots, je ne peux pas aider. Puis j'ai appuyé sur la touche retour arrière jusqu'à ce que l'écran soit à nouveau vide. Non pas parce que les mots étaient faux, mais parce que j'ai réalisé que je ne leur devais même pas ça. J'ai verrouillé mon téléphone, j'ai éteint les lumières et je me suis couché en silence. Non pas le silence d'être ignoré, mais le silence de me choisir moi-même. Des mois ont passé. Puis 1 an.
La vie n'est pas devenue magiquement parfaite, mais elle est devenue la mienne. L'appartement s'est lentement rempli de chaleur, une étagère d'occasion, un canapé de seconde main, des tasses dépareillées qu'Étienne laissait accidentellement derrière lui. Ma plateforme de budgétisation a grandi régulièrement. Des enseignants m'ont écrit pour demander des versions pour leur classe. Une organisation à but non lucratif m'a demandé si je voulais parler à des programmes pour adolescents. Puis une émission audio-technologique m'a contacté pour m'interviewer sur l'éducation financière pour les étudiants de première génération. Je me suis tenu une fois derrière un podium, les mains tremblantes, la voix chevrotante, et j'ai réalisé quelque chose d'incroyable, les gens m'écoutaient. Non pas parce que j'étais utile, non pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, non pas parce que j'étais la personne discrète qui faisait tout tourner, mais parce que j'avais quelque chose à dire. Pour la première fois, j'étais apprécié pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Étienne et moi nous sommes rapprochés de cette manière stable et naturelle qui n'avait pas besoin d'étiquette ou de drame pour sembler réelle. Il m'a aidé à ramener un bureau de seconde main. Je l'ai aidé à corriger une migration de base de données à 2 heures du matin. Il m'a fait rire quand le jour de mon lancement a fait planter le serveur. J'ai transformé ces restes de riz en quelque chose qui ressemblait à de la nourriture comestible. Certains soirs, nous parlions de l'avenir sans même nous en rendre compte, un plus grand appartement, un chien, des voyages quand nous pourrions nous permettre des congés. Une vie construite en douceur, pas dans le désespoir, pas sous pression. Et quelque part en chemin, sans que nous ayons marqué le jour exact, il est devenu mon partenaire. Le genre de partenaire qui demandait ce dont j'avais besoin au lieu de supposer, qui écoutait sans transformer mes mots en munitions, qui ne m'a jamais fait sentir que mon passé me rendait difficile. Il ne me sauvait pas. Il était à mes côtés. Il y a une différence. Et puis, alors que ma vie semblait la plus stable qu'elle ait jamais été, quelque chose de familier s'est glissé dans ma boîte de réception. Un courriel de maman. Pas d'objet, juste 3 courtes phrases. Nous sommes fiers de toi, Léa. Nous avons entendu dire que tu t'en sors bien. Peut-être qu'on pourrait parler un de ces jours. C'était tout ce que je voulais avant. Pas l'argent, pas le loyer gratuit, pas l'approbation. Juste la reconnaissance que j'existais, que j'essayais, que je comptais. Maintenant, les mots semblaient vides, comme s'ils étaient imprimés sur du papier transparent. J'ai survolé le bouton supprimer avec ma souris, puis j'ai survolé répondre, puis je suis revenu à supprimer. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais la blesser, non pas parce que je voulais qu'elle me poursuive, mais parce que j'ai finalement compris quelque chose qui a grandi lentement en moi au fil des mois de matins calmes et de nuits paisibles, sa fierté ne venait maintenant que parce que le monde m'avait remarqué, pas parce qu'elle l'avait fait. Si mon application n'était pas devenue virale, si mon nom ne circulait pas dans les lettres d'information et les forums, si Étienne ne m'avait pas soutenu là où il m'avait démoli, aurait-elle quand même envoyé ce message ? Ou serait-elle encore en train de me dire que j'avais de la chance de vivre dans la chambre du fond d'une maison que j'aidais à payer ? Ce courriel ne m'a pas touché. Il n'a rien réparé. Il ne m'a même pas mis en colère. Il a juste confirmé que j'avais construit une vie si loin d'eux qu'ils ne pouvaient voir que la lueur de loin. Et c'était suffisant. Avec le temps, les appels et les messages de parents éloignés ont commencé à arriver. Des cousins à qui je parlais à peine, des tantes qui ne s'étaient jamais souciées de moi auparavant, de vieux voisins qui avaient d'une manière ou d'une autre trouvé mon adresse courriel. J'espère que tu vas bien. Tes parents parlent de toi tout le temps maintenant. J'ai entendu dire que tu as construit quelque chose d'impressionnant. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non pas parce que j'étais rancunière, mais parce qu'ils étaient silencieux quand j'avais le plus besoin d'eux et bruyants seulement quand mon succès faisait du bruit. On ne peut pas rester silencieux pendant les tempêtes de quelqu'un et n'apparaître que lorsque le soleil revient. La vie ne fonctionne pas comme ça. Plus maintenant. Pas pour moi. Un soir, Étienne et moi préparions le dîner. Enfin, il cuisinait et je me tenais à proximité en faisant semblant d'aider quand il a posé la spatule et a demandé « Penses-tu parfois à y retourner ?» La question n'était pas accusatrice, juste curieuse, prudente, réfléchie, comme il l'était toujours avec moi. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Non, ai-je dit. Non pas parce que je les déteste. Ce n'est pas le cas. J'ai juste dépassé cet endroit. Il a hoché la tête. Tu les as dépassés, peut-être. Ou peut-être que j'ai dépassé la personne que je devais être avec eux. Il a appuyé une hanche contre le comptoir. Penses-tu qu'ils essaieront de te recontacter ? Probablement, ai-je dit.
Les gens frappent toujours à la porte quand la version de vous dans leur tête ne correspond pas à qui vous êtes maintenant. Il a ri doucement. Et que feras-tu? J'ai regardé la casserole qui mijotait, la cuisine bien rangée, les photos sur le réfrigérateur, moi et Étienne sur un sentier de randonnée, moi parlant à un atelier, le pense-bête qui disait « Tu n'as pas à mériter le repos ». Et j'ai senti quelque chose de solide s'installer en moi. Je protégerai ma paix, ai-je dit. Quoi que cela signifie. Il m'a embrassé sur la tempe. Bien. Il y a une photo rangée dans un de mes vieux carnets, Chloé et moi, peut-être à 6 et 7 ans. Robes assorties, sourires assortis. Avant que le déséquilibre ne prenne racine, avant que la responsabilité ne se grave en moi. Parfois, je sors la photo, non pas parce qu'elle me manque, non pas parce que cela me rend triste, mais parce que cela me rappelle une version de moi-même qui croyait que l'amour était quelque chose que l'on gagnait en étant utile. Je ne crois plus cela. Amour, pas obligation. Soutien, pas levier. Famille, pas extraction. J'ai trouvé une famille dans la vie que j'ai construite, des amis qui m'ont vu, un partenaire qui m'a respecté, une communauté qui a fait confiance à mon travail. Et pour la toute première fois, j'étais libre. Non pas la liberté de fuir, mais la liberté de choisir où se tenir. Des années plus tard, quand le message de vœux occasionnel d'un parent éloigné ou un « J'espère que tu vas bien » de quelqu'un qui m'a un jour traité d'ingrate apparaît, je le lis avec une étrange sorte de paix. Pas d'amertume, pas de triomphe, juste de la clarté. Ils étaient silencieux quand j'avais le plus besoin d'eux. Alors maintenant, je suis silencieuse en retour, non pas avec cruauté, mais avec des limites. Je n'ai pas coupé les ponts. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas rendu leurs blessures. J'ai simplement continué à marcher. Et un jour, quand je me suis retourné, je ne pouvais même plus voir le pont, car j'avais construit un foyer.